Marc Trévidic, bonjour. Bonjour. J'ai passé toute ma soirée à lire avec passion votre dernier livre qui sortira dans quelques jours, le 1er octobre. Qui a peur du petit méchant juge? C'est une fable, c'est très drôle. Nous en parlerons, je pense, à la fin de l'émission, parce que nous sommes actualité oblige. Voilà, obligé de commencer avec votre métier premier, qui est celui de juge d'instruction. Je ne vous présente plus à nos téléspectateurs qui vous ont découvert il y a déjà bien longtemps avec les dossiers bien épineux de Karachi, des moines de Tibérine, ou encore avec le génocide rwandais. Et si on se voit aujourd'hui, c'est parce que vous êtes en Vendée pour une conférence, pour un voyage au cœur de l'antiterrorisme. Et on va commencer peut-être par une petite explication rapide de comment est née, en France, en tout cas sur le territoire français, cette guerre du djihad, cette envie de partir, faites cette guerre ailleurs. Alors d'abord, c'est pas né hier, hein, c'est pas né avec la Syrie. Le premier dossier de ce qu'on appelait filière djihadiste, de Français partant sur une zone de djihad, remonte à 93-94. Vous voyez que c'est loin, c'était en Afghanistan. Ça a continué, pratiquement tous les djihads, notamment en Bosnie contre les Serbes, en Irak, en Tchétchénie, Waziristan, tribal, Mali, plus récemment. À peu près partout, les Français sont partis combattre, des Français radicalisés. La différence, c'est que ça concernait 30 à 40 Français à chaque fois. On a l'impression, quand on vous entend parler d'Afghanistan, on a l'impression qu'entre les Français qui partaient il y a 15 ans, 20 ans en Afghanistan et ceux d'aujourd'hui, il y a surtout une différence de fond, en fait, du pourquoi ils s'en vont. Ce ne sont pas les mêmes, effectivement. Avant, d'abord, c'était Al-Qaïda qui chapeautait tout ça, à la grande époque d'Al-Qaïda, et qui donc était un groupe terroriste très organisé. Les Français qui partaient suivaient des réseaux très structurés. Ils passaient par ce qu'on appelle Londonistan. C'est à Londres qu'on les recrutait, dans des mosquées, Finsbury Park, Baker Street, avec des chefs comme Abu Doha qui faisaient partir après ces gens-là au Pakistan, où ils étaient pris en charge, amenés dans des camps d'entraînement, où ils restaient un an et demi. On fabriquait des professionnels. C'était une fabrique de terroristes professionnels. Mais ils étaient déjà dans des groupes, il y a le côté occulte. C'est pas du tout ça, la Syrie. La Syrie, c'est le résultat de 10 ans de propagande sur Internet massive, qui fait que des jeunes radicalisés, qui ne font partie d'aucun groupe terroriste au départ, qui ne sont pas pris dans des structures occultes, décident, en prenant un seul billet d'avion, d'aller rejoindre une espèce de djihad, je sais pas, imaginé, idéalisé, virtuel, qu'ils ont retrouvé sur Internet à force de voir des films. Donc, c'est pas les mêmes personnes. La preuve en est, on a des femmes, on a des mineurs. Voilà, ça c'est très récent d'ailleurs. Oui. Le panel des gens qui sont concernés est beaucoup plus étendu. Et donc, on tombe sur des âges différents, des psychologies différentes, des personnes qui le font pour des motifs différents. Et qui sont très peu conscients qui n'ont pas une culture islamique importante, qu'on les bases qu'on leur a vendues sur Internet. Internet, c'est très simple. Hein. On montre des images de musulmans victimes dans le monde, des enfants tués, un bombardement américain, vous voyez. Et de l'autre côté, on montre la solution. Le Moudjahid avec sa Kalachnikov, glorieux, qui va rétablir ça. On leur montre ça, donc leur cœur saigne en voyant des frères musulmans se faire tuer, et on leur dit la solution c'est ça, et c'est facile. C'est basique. Parce qu'on pourrait se demander si, une fois sur place, mis face à la réalité qui est très dure, psychologiquement déjà, très dure pour un être humain, est-ce que si les bases ne sont pas suffisamment solides, est-ce que ces gens reviennent dégoûtés? Est-ce qu'ils vont se radicaliser au contraire? Et comment vous, juge d'instruction, allez savoir comment faire votre travail antiterroriste là-dedans? D'abord, la radicalisation est un processus, c'est un cycle initiatique. C'est-à-dire que vous commencez à être radicalisé sur Internet, j'allais dire tout petit, vous rencontrez d'autres personnes comme vous, ça progresse. Vous passez le cap à un moment donné de partir sur une zone de djihad, vous êtes pris en charge par des vrais terroristes pour le coup, qui continuent votre radicalisation. Donc ça va dépendre beaucoup de ce qui se passe, par qui vous êtes pris en charge sur place. Si vous êtes vraiment pris en charge par des gens qui savent faire, qui savent vous faire le lavage de cerveau, vous allez continuer le cycle initiatique et devenir complètement radicalisé. Si vous êtes pris en charge par des gens qui eux-mêmes ne savent pas trop où ils en sont et puis ne prennent pas trop de peine de continuer à vous laver le cerveau, là vous allez être perdu en fait. Vous n'allez pas avoir trop de repères, c'est-à-dire vous arrivez là mais on ne vous explique pas trop ce que vous venez faire, puis vous constatez que vous ne venez pas combattre Bachar mais que vous combattez d'autres musulmans. Bon. Il y a des gens très doués, dans certains émirs de Katiba, de groupuscules, sont très doués,
pour prendre en charge ces jeunes qui arrivent et les modeler. Vous voyez, il y a des gens doués, des gens pas doués. Comme ça, la différence, elle se fait comme ça. Et il y a des gens qui vont dans l'horreur. Je sais que certaines nouvelles recrues, à peine arrivées, sur la place de Raqqa en Syrie, des émirs d'État islamique les ont forcés à couper des têtes, par exemple. Mais est-ce que c'est une question un peu bête et vous n'avez peut-être pas la réponse, mais est-ce qu'ils prennent des substances un peu qu'il faut un peu planer pour pouvoir sortir d'une ville occidentale, aller couper une tête d'un musulman parfois en face? Non, c'est pas des substances. C'est juste de l'idéologie. C'est pas des substances, mais vous savez, l'idéologie, manifestement, certains jeunes, ça finit par créer une exaltation qui doit, je sais pas, ça libère peut-être des endomorphines, je ne sais pas ce que ça donne, parce que je suis pas médecin, mais manifestement, ils arrivent à se fanatiser. Et il y a l'effet de groupe aussi. Il y a la tension, il y a l'adrénaline. C'est la guerre quand même. Et les erreurs que vous commettez, vous savez, quelqu'un, on l'oblige à tuer un autre être humain. Mais surtout, on ne le tue pas seulement, on le massacre. Même une exécution sur une place publique d'un prisonnier. On va couper une tête. Après, on tient la tête comme ça et on se filme pour le mettre sur Internet. Comme ça que ça se passe. Bon. Il y en a qui vont être dégoûtés, parce que quelque part, il va rester au fond d'eux quelque chose qui fait qu'il y a un rejet. Et il y en a d'autres, le goût du sang va accentuer leur volonté de tuer. Ça, c'est l'être humain. On ne peut pas définir trop. Et c'est pour ça que c'est difficile au retour, l'autre partie de votre question. Au retour, de savoir lequel a pris le goût du sang et lequel est vraiment dégoûté. Ça demande une enquête, finalement. Il faudrait avoir le temps de comment on faisait avant. Mais avant, on traitait 30 à 40 djihadistes, pas plus, par djihad. Il faudrait avoir le temps, avec la masse de ce qu'on a, pour pouvoir attendre pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, voir le comportement de l'individu, qu'on laisse en liberté, mais qu'on surveille, qu'on écoute, etc. On n'a plus ce luxe-là. C'est ça le problème. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils ont dans la tête. Est-ce que la nouvelle loi qui est passée à l'Assemblée, qui doit passer au Sénat, qui doit permettre justement de pouvoir un peu mieux suivre ces terroristes individuels, cette espèce de petite chose nouvelle dans votre métier, est-ce que c'est une chose qui vous paraît utile à vous dans votre travail de tous les jours ? Moi, j'ai soutenu beaucoup ce projet. Jusqu'à présent, on travaillait uniquement avec l'association de malfaiteurs terroristes, mais pour s'associer, il faut être au moins 2. Oui, c'est ça. C'est bien le problème. Pour s'entendre, il faut être au moins 2. On a peur, étant donné que ce goût du djihad attire beaucoup de personnalités différentes, des électrons libres, vous voyez. On a effectivement peur que certaines personnes, même sans être dans un groupe, à force d'être sur Internet, et on parle du djihad tout le temps, de la guerre, les appels de l'État islamique, vous avez remarqué, qu'ils disent quoi? Ils disent, là où vous êtes, vous prenez votre voiture, vous écrasez un mécréant, vous prenez une pierre, vous lui tapez sur la tête. C'est l'appel au djihad individuel. Donc, le problème, c'est que c'est pas une idée qui nous est venue à nous, juges antiterroristes, c'est parce qu'eux font appel à cette technique-là, au djihad individuel, qu'il faut avoir un texte qui colle. Voilà, il faut avoir le texte qui colle. Après, ça suffit pas pour faire une enquête, arrêter les gens. Mais le moyen juridique, ça permet quand même de mettre des menottes légalement. Est-ce que pour la France, dans le moyen terme, est-ce que vous êtes plutôt inquiet de ces opérations individuelles qui sont difficiles à anticiper? Vous l'expliquiez d'ailleurs une fois, que tout le noyau de votre métier est d'être sur le lieu du crime avant le crime, presque. Oui, c'est-à-dire que c'est ce que les Français demandent. Personne ne demanderait à ce qu'il n'y ait jamais de viol, de meurtre en droit commun. Ça n'existe pas. Bon, on demande d'arrêter le coupable, de préférence le vrai coupable, pas de faire d'erreur judiciaire. Voilà, c'est à peu près ça qui nous est demandé en droit commun. En matière de terrorisme, on l'a vu avec Mera, le problème, c'est on n'accepte pas qu'un crime soit commis terroriste. C'est-à-dire que la population française n'accepte pas ça. Il y a une pression énorme pour ceux qui travaillent là-dessus. Il faut du 100% résultat. C'est-à-dire que si jamais il y a un crime terroriste qui est commis, Mera par exemple, qu'est-ce qui se passe? Des commissions d'enquête, vous passez votre temps à l'Assemblée nationale, au Sénat, à répondre aux questions de comment c'est possible, etc. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de complètement différent. On nous demande d'être préventif, donc d'empêcher qu'un attentat terroriste ait lieu. C'est dans la structure actuelle de la société, non pas le fait de lutter contre des groupes terroristes, où là, avec vos moyens habituels, vous pouvez infiltrer, mais des individus partout, dilués dans la société, y compris mineurs, y compris des femmes. Vous comprenez que le problème est énorme. Et puis quand on regarde les nouvelles, parfois on a un peu peur ne le prenez pas mal de votre manière de travailler, parce qu'il y a une semaine ou deux, on a vu 3 présumés djihadistes arriver de Syrie
On ne sait pas si radicalisé, pas radicalisé, atterrir en plan aéroport tranquille à Marseille. Ouais. Et on se dit, mais comment ils travaillent quand même tous ces gens ensemble avec la police Alors, le gros nœud du problème, c'est une relation avec les Turcs. Clairement, il n'y a pas une bonne coopération. Alors, je sais bien que suite à cette affaire, évidemment, on va essayer de mettre de l'huile dans le rouage habituellement, mais il faut vous assurer que ce n'est pas nouveau, ces problèmes. C'est déjà arrivé. La seule différence là, c'est qu'il y a eu un couac, on a annoncé qu'ils étaient arrêtés. Ils n'étaient pas, mais c'est déjà arrivé que des gens reviennent et ne soient pas contrôlés à l'aéroport en France. Voilà. Sauf que les médias ne le savaient pas, donc ça passe mieux. Donc la Turquie, pour vous, joue un peu un jeu pas clair. Tout le monde le sait. Elle a bien soutenu, moi, je le savais pas. Elle a bien soutenu les groupes djihadistes contre Bachar et contre les Kurdes. La Turquie fait une fixette sur les Kurdes. Or, l'État islamique combat les Kurdes actuellement. Il faut bien le comprendre. Voilà. Donc, c'est très ambigu pour la Turquie, qui est content que l'État islamique combatte et Bachar et les Kurdes. Ce sont des ennemis à eux. Donc, vous voyez, sauf que maintenant, ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train de créer un monstre qui va les dépasser et qui va les bouffer. Mais je ne voudrais pas finir l'émission sans dire un mot sur votre futur livre. Vous êtes auteur de 2 livres sur le terrorisme qui ont bien marché. Mais vous venez d'écrire un livre, toujours aux éditions Lattès, qui a peur du petit méchant juge, qui est un petit peu un bijou de d'abord d'écriture, parce qu'il est bien écrit, mais aussi d'ironie. On sent que vous êtes bien amusé à l'écrire et que vous êtes bien amusé aussi de la tête que feront certains à le lisant. Il faut remonter à... Vous savez, quand vous avez un livre en tête, et un jour il faut qu'il sorte, ça c'est clair. Quand on voulait supprimer le juge d'instruction en 2009, j'étais le président de l'Association française des magistrats instructeurs. Je me suis battu contre la suppression du juge d'instruction. Et c'est à cette époque que je me suis dit, ces 4, je ferai un livre sur le juge d'instruction, son histoire, ses rapports avec le pouvoir, et puis ce point d'orgue de 2009 où le petit méchant juge a sauvé sa peau. C'est de là que c'est venu. Mais il faut toujours faire attention dans un livre, si vous voulez qu'il ait de la profondeur et qu'il dure. C'est vrai que la forme est importante, le rendre un peu intemporel. Et c'est pour ça que je n'ai pas mis les noms d'ailleurs des acteurs dans ce livre, pour que ça ait plus de consistance et que ça dure plus dans le temps. Merci infiniment. Le livre sort donc en ce début octobre. Qui a peur du petit méchant juge aux éditions Jean-Claude Lattès. Bonne continuation. Merci. Et puis bon courage aussi. Merci beaucoup.